Bonjour, je m'appelle Alizée. Salut, je m'appelle Johan et on voyage à bord de l'Or, notre 508D. Alors ce petit camion, il s'appelle l'Or. C'est le nom de l'agenceur allemand, aménageur de camions de pompiers, troupe et matos. Moi je cherchais des Mercedes 508 pour la robustesse, fiabilité mécanique. Alizée n'était pas convaincu encore à 100% de la vie itinérante, et dans mes recherches à un moment j'ai vu apparaître pouf le petit camion de pompier. Elle m'a dit si on doit vivre dans un camion, je crois qu'il me plaît. On est parti aux Pays-Bas pour voir si on pouvait tous les deux le conduire. On a vu que ça se maniait super bien et on a décidé de se lancer dans l'aventure. C'est un camion qui date des années juste avant 90, il est de 1986. Un tout petit peu plus vieux que nous, c'est notre aîné qui nous guide sur la route. On l'a acheté 12 500 € avec la remorque. C'était un peu cher pour nous, mais au final c'est un camion qui est hyper robuste et surtout qui avait très peu de kilomètres. 18 600 km, toujours en caserne, pas un seul point de rouille. Gros point positif. Il y avait la remorque, c'était la motopompe qui allait avec le camion. Sur une route droite bien lancée, on atteint les 90, 95 sans problème. Nous, on prend jamais l'autoroute et on roule plutôt autour de 50, 60 km/h. Ça nous permet le temps de profiter pleinement du paysage. Alors sur l'avant, il y a quand même deux trucs assez cool. Les sirènes de thon, elles sont d'origine et elles sont fonctionnelles. On a pu les garder parce que le véhicule il est classé en collection. En fait, quand tu es du coup en carte grise collection, tu vas avoir le droit de garder l'extérieur du véhicule comme il était à l'origine. Les seules choses en fait, c'est qu'il faut que la sirène, les éléments de signalétique, il faut qu'ils soient mis sur un coupe-circuit et que quand tu roules ou que tu te fasses contrôler, tu puisses prouver qu'ils ne peuvent pas se déclencher tout seuls. Là-dedans, tous les éléments mécaniques ici sont accessibles, facilement changeables. C'était aussi l'envie d'avoir ce type de véhicule plutôt qu'un véhicule neuf. C'était la possibilité d'apprendre à le réparer et d'apprendre la mécanique. Je ne serais pas capable et j'aurais pas l'envie en fait de me lancer dans l'apprentissage de mécanique avec beaucoup d'électronique. Freiwillig Feuerwehr, on a mis assez longtemps à savoir ce que ça voulait dire. Moi je pensais que c'était un truc genre rien ne va passer sur notre chemin ou par la grâce des flammes, ou non pas du tout. Donc c'était les pompiers volontaires de village, Hart, qui est une petite ville à côté de Graz, et c'est le blason de la ville qui estampillait tous les camions de pompiers du petit village. C'est prévu, on a très envie d'aller en Autriche pour justement aller les voir. Le truc marrant c'est que on a un copain avec sa copine autrichienne, ils sont allés à la caserne et ils leur ont dit maintenant ce qu'était devenu le camion. Ils leur ont montré le compte Instagram et il y en a qui l'ont conduit, ils y étaient attachés à ce camion là. Et je peux même te montrer un truc hyper rigolo qu'on a récupéré de là-bas. On l'a, format majorette, exactement les mêmes écritures. Ouais, c'est celui de la caserne. Il y en a qu'un, ils l'ont fait faire en fait. Mip mip. Tu veux le pimpon? Tu veux le pimpon? Allez, on met le pimpon. Attention, moteur, pimpon. C'est le pimpon d'origine. On a le droit d'avoir les capots bleus, mais on n'a pas le droit de les montrer sur la route, donc de les masquer avec des collants, des bas assez opaques, ça suffit. Quand ils sont un peu arrachés ou quand ça va plus et qu'il faut les changer, c'est en général les moments où on se fait contrôler. On a mis quasiment un an à avoir l'immatriculation française, alors que les contrôles techniques et la carte grise étaient neuves d'une semaine et que c'est les Pays-Bas, hein, c'est pas si loin, on est voisins quand même. C'est un ancien porteur de 6 tonnes 5 qui a été déclassé en 3 tonnes 5. Il est en roue jumelée. Mine de rien, ça nous offre une belle portée au sol et ça nous évite de temps en temps de trop nous embourber. Il est en propulsion. C'est très bien, c'est fiable pour monter. Tu as une première vitesse qui a des rapports de folie. Par contre, dès que tu conduis dans la neige, tu as vite le hula hoop quoi. Quand on a acheté le camion, ici, c'était vide. On a des volets alu de chaque côté. Il y avait des gros racks en acier que tu venais sortir comme ça, clac. Il y avait les outils de pompier. On a saisi cette chance-là pour pouvoir vitrer d'un côté et mettre une baie projetable camping-car de l'autre, histoire de faire un peu d'air dans le camion. C'est une baie vitrée de maison. Je pense que c'est la partie la mieux isolée du camion. Si on la voulait ouvrante, il aurait fallu faire un montant ici ou alors une fenêtre plus petite. Un mécanisme un peu chiant et pouvoir l'ouvrir en fait de 10 cm. On a préféré mettre une baie projetable de camping-car de l'autre côté. Comme ça, ici, on gardait vraiment l'ambition de base, avoir un grand panorama ouvert sur la nature. Ça, c'est pas une aération, c'est notre sortie de conduite poêle qui vient se positionner en L sur le côté. Donc évidemment qu'on utilise uniquement quand on est à l'arrêt.
Quand on a acheté le camion, sur le toit, il y avait déjà le toit en aluminium avec la galerie, la Galva qui est tout autour. Nous, comme on habite à l'année dans le camion, on a les deux cantines. Dedans, il y a du bois, des affaires d'été, d'hiver, des chaînes, un Crixitone, différentes choses qu'on n'a pas envie de stocker dans le camion. L'intérieur. Des pots de mouton qu'on a ramené du Portugal. C'est un conseil de camionneur, franchement c'est vraiment bien en fait. Été, hiver, thermorégulateur, c'est super. T'as une cabine qui est super spacieuse. Seul inconvénient c'est le moteur ici qui fait du coup un baroufle du tonnerre. Quand on a une grosse distance à conduire, et ben voilà, on est paré. Les gens nous prennent un peu pour des tarés quand même, je pense, quand ils nous voient les deux avec le casque, ils doivent se dire putain ceux-là ils rentrent de voyage et ils veulent plus parler. Mais t'as le droit de rouler avec des casques anti-bruit? Je sais pas tellement, mais le moteur il fait tellement de bruit, j'entends presque mieux avec mon casque. Nach jeder Fahrt Oil und Wasser kontrollieren. À chaque fois qu'on part, il faut contrôler l'huile et l'eau. Celui qui nous accompagne depuis mes 9 ans je pense. Spiderman articulé, authentique des années 90. Même si on utilise quand même le GPS, on adore avoir les cartes papier des endroits qu'on traverse. Alizée, assez méticuleusement, elle nous trace l'itinéraire qu'on fait avec tous les endroits où on a été, les petits spots, les trucs qu'on a kiffé. Et pourquoi tu fais ça toi? Pour moi, c'est important de garder une trace écrite des endroits où on va, des lieux qu'on rencontre, des fois des personnes. Et je sais que dans quelques années, quand je vais pouvoir revoir toutes ces cartes, ça sera assez précieux. On a la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Espagne, le Portugal, on commence à en avoir quelques-unes. Au lieu de se taper la carte Google, on a un peu notre parc Fortnite papier quoi. Ah, ça a plus de charme, ouais. Ce qui est assez drôle et dont tu ne te rends pas compte sur un GPS, c'est le nombre de fois que tu passes par la même route. Et depuis qu'on est en France en fait et qu'on fait des petites boucles et qu'on fait des allers-retours, etc. Et bah parfois on ouvre l'atlas et puis on se dit oh, ce tronçon de départemental on l'a pas pris. Allez, on passe par là. Et comme ça nous permet vraiment de sillonner quoi. Moi, je vous emmène à l'intérieur. Donc là, vous arrivez dans la cuisine. Là, on a un évier avec 2 feux, une douchette qui nous sert pour la vaisselle, qui est reliée à une pompe 12 volts. La partie couvert, c'est quelque chose qui était important pour nous, donc on a récupéré notre vaisselle, on a des verres à vin, on a tout pour pouvoir cuisiner avec des casseroles normales. On peut manger à 6 à l'aise dans le camion. Un filtre à eau qui permet de filtrer de l'eau et des rivières et des lacs directement. C'est assez pratique quand on a de l'eau claire, il faut que l'eau soit assez claire, on peut la mettre directement dans le filtre. On a une cuve sous l'évier de 18 litres et on a en plus 2 jerrycans amovibles. Quand on était à Paris, on a eu 5 à 6 mois avant de pouvoir faire l'aménagement. Et Johan avait fait en 3D les plans assez précis de l'espace et on avait déjà commencé à agencer de notre côté. Et après, bien sûr, on a adapté en trouvant ce qu'on trouvait comme tiroir et comme placard. On tenait à ce qu'il y ait du mobilier aussi un peu authentique et que ce soit pas juste des choses en plastique. Dans le camion, on a pas mal de plantes. C'est quelque chose qu'on avait tout le temps dans notre appartement avant et moi ça me paraissait inconcevable de voyager sans avoir des plantes avec nous. Ouais, c'est assez fragile sachant que en été il manque pas mal d'eau et il y a beaucoup de chaleur. L'hiver quand on fait du feu ça leur plaît pas trop. Là, on peut se chauffer tranquillement l'hiver sans avoir aucun problème. C'est un tellement petit espace qu'avec quelques bûches, on arrive à se chauffer très bien et en très peu de temps, on peut avoir vite chaud. Après, c'est le matin où forcément, quand on se réveille, c'est un petit poêle qui n'a aucune inertie. Donc, il fait à peu près la température extérieure. La réserve de bois en dessous et la réserve de nourriture. C'est un plateau qu'on a adapté qui se permet de se mettre sur la table basse derrière, qui permet d'avoir une table plus grande. Ici, on a l'espace de rangement avec une penderie. On a quand même réussi à mettre quelques cintres, 2 tiroirs haut et bas d'habits, avec ici un petit frigo. C'est un frigo classique, mais qu'on avait quand même vérifié qu'il pouvait avoir des consommations assez basses. Donc la partie salon et la partie chambre. C'est un canapé qui se convertit en lit. Là, c'est encore du stockage. 2 grands coffres de stock ici et sous le lit. Ils sont largement obstrués par le passage de roues. C'est pas si grand que ça. Une autre partie d'étagère avec des plantes. Un miroir ramené de Norvège, notre premier voyage. Là, on a la bibliothèque pour les choses les plus usuelles. On se rend compte que finalement, ça suffit largement. On a isolé toutes les parties bois. On a mis de la vermiculite, mais on a eu du mal à isoler. Comme le disait Johan, finalement, c'est notre baie vitrée double vitrage qui est la mieux isolée dans le camion.
Là, c'est une baie projetable qui permet de pouvoir quand même avoir un espace ouvert. Souvent l'été, on est souvent avec les portes ouvertes entièrement. Toi, tu veux dire quelque chose, toi. Je te vois là, il est en train de bouger, lui. Je voulais qu'elle raconte l'anecdote sur la fenêtre. Ah On cherchait depuis quelques temps des baies projetables et qui coûtaient assez cher, c'était autour de 500 ou 600 euros. Et un jour, on en voit passer une dans les 200 euros. On se dit que c'était une super occasion et qu'il fallait qu'on l'achète. Et en fait, quand on a reçu la fenêtre en question, il n'y avait que cette partie ici en plexi et il a fallu créer l'intégralité du cadre. Et ça nous aura pris peut-être 1 semaine et demie à réaliser une fenêtre. Tiroir, ici on a de la nourriture, on a des prises électriques ici en 220 et on a aussi des preurs USB de chaque côté du lit par là. Quand on veut faire nos niveaux d'eau, on ouvre cette porte. Ici vous avez du stockage, la cuve pour remplir de l'eau qu'on a d'ailleurs isolée récemment cet hiver. Quand on s'est rendu compte que nos cuves gelaient le matin, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de trouver une solution pour avoir de l'eau. On avait passé plus de 10 jours dans le Cantal, entre -7 et -10, entre journée et la nuit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques jours, on n'avait plus aucun accès à l'eau. Donc on a testé une isolation pour voir si c'était possible. Ça a marché momentanément, mais après on a trouvé une autre solution. On est allé plus dans le sud et on est parti du Cantal. Vous avez pu remarquer qu'on n'a ni toilette ni douche. Ça, c'est ce qui nous permet de nous doucher. C'est une pompe immergée sur batterie. C'est des douchettes pour chevaux. Bon, évidemment, en termes d'eau, on est assez limité, 5 litres par douche. On fait chauffer de l'eau sur le gaz, on remplit avec des casseroles et ça nous permet de nous doucher. Et on a en plus sur le toit une cabine de douche Décathlon. Et quand il y a du vent, on peut se doucher même dans la neige. On l'a testé. C'est pas agréable, mais on l'a fait. Moi, je fais chauffer l'eau, quoi qu'il arrive. Autant Yann peut prendre des douches froides, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Autant je peux le faire pendant 2 semaines en camping, mais sur l'année, ça m'intéresse pas. C'est là que vous avez votre stock de PQ. On n'a pas de toilette sèche dans le camion, donc on fait dans la nature. Et surtout, on ne laisse pas nos papiers toilettes. C'est quelque chose qu'on a vite appris en étant en vie en van. On récupère tout le temps et on jette notre poubelle tous les jours ou tous les 2 jours. On laisse vraiment jamais rien derrière nous. Ce qui est assez pratique pour les filles, c'est le pisse debout. Ça, la nuit, quand il pleut et qu'il y a du vent et qu'on n'a vraiment pas envie de sortir, c'est un accessoire qui est plutôt utile. On a mis 3 mois à désosser et à refaire l'intérieur et ensuite on est parti. On s'est pas dit on plaque tout, on lance une activité pro, on va bosser ensemble, vivre ensemble, tout faire ensemble. On s'est dit on va tester, voir si on se supporte dans un tout petit espace, comment ça se passe la vie 24/24 ensemble. On a fait tout un tour dans les pays nordiques et ensuite on est redescendu, Espagne, Portugal, tout ça, ça nous a pris à peu près 1 an. On a passé notre temps à rencontrer des gens, à tester des systèmes et à se faire plaisir. On est rentré convaincu que c'était le mode de vie qui nous plaisait là à l'instant T et c'est à ce moment-là qu'on a aménagé la remorque en atelier et qu'on s'est dit ok, on va sillonner la France pour proposer des ateliers d'initiation à la fabrication et au système liés à l'autonomie. Et c'est là qu'on a monté l'association Chemin de Fer avec tous nos matériaux et notre support de travail dans la remorque. Chaque fois que vous voulez remettre une couche de déchets, vous enlevez votre pressoir, vous remettez à peu près 3 cm et vous pulvérisez. Attention, il faut qu'il soit dilué. C'est beaucoup trop fort à utiliser dans une plante. Si on met du jus direct dans les plantes, ça risque de les griller. Là, on est en train de faire un compost domestique qui peut être en appartement. Et ça permet de pouvoir recycler ces déchets organiques. On a envie de pouvoir donner envie à tous de fabriquer et faire avec ses mains. La low technologie, c'est des technologies simples, efficaces, durables, qui permettent de répondre à ses besoins de base en termes d'énergie, en termes de nourriture, d'accès à l'eau. C'est souvent axé pas mal sur des matériaux de récupération et l'ambition, c'est d'être le plus autonome possible. Donc là, de ce côté-là, on a toute la quincaillerie, tout ce qui est visserie, clouterie, etc. Les outils à main pour le travail, du bois, du métal, les pinces, tout ça, on a tout bien agencé parce qu'évidemment, quand on bouge, ça valse un peu partout. À l'origine, c'est une motopompe. Là, on a les plans de travail avec à l'intérieur du rangement. Ici, tout ce qui est partie cuir et de l'autre côté, on a plus ce qui est colle, peinture. Et là, la machine musculaire, qui est une recherche qu'on a entamée depuis plusieurs années, sachant qu'en camion, on est autonome en électricité, on a 2 panneaux solaires sur le toit. C'est suffisant pour une consommation personnelle avec des ordinateurs ou des portables, mais on s'est rendu compte que pour utiliser des outils portatifs en direct, c'était
trop insuffisant. Donc on a développé cet outil qui permet de travailler le bois et le métal. On a gardé les racks qu'on a coupés en partie et on a recréé toute la partie en bois ainsi que le meuble arrière. Ici, on a un banc de coupe parce que c'est assez stable. Donc on peut se permettre de se serre-jointer et avoir un endroit stable pour couper. Quand on a la remorque fermée, c'est comme ça. On ouvre et on a le banc de coupe qui se déploie à l'avant. On prend souvent des vieux outils comme prétexte d'atelier. L'ambition de l'assaut, c'est d'apprendre les gestes simples de fabrication pour s'autonomiser un maximum. Parce qu'on part du principe que si on sait fabriquer, si on sait faire, si on a cette intelligence de la main, on va être de plus en plus malin et on va pouvoir bricoler des systèmes. C'est des petits pas qui font qu'on change petit à petit d'état d'esprit et puis de capacité, quoi. On a bossé pas mal avec des jeunes déscolarisés, des publics un peu plus difficiles, des gamins à qui on a toujours répété qu'ils étaient nuls, qui savent pas faire. Et en fait, par la fabrication, on sent qu'il y a une vraie estime de soi qui remonte rapidement. On fait un truc, on en est fier, on peut l'expliquer aux copains, on devient un peu référent dans un domaine ou dans un maniement d'outils. C'est hyper important, quoi. Une machine comme ça nous permet de faire du meulage, scier, des choses comme ça. On utilise beaucoup de pièces de vélo parce que ça nous permet en fait d'intéresser notamment les enfants mais même les adultes. Si on veut changer l'outil, on enlève la lumière. Dans la remorque, on a plusieurs autres arbres qui nous permettent d'installer une petite scie circulaire, d'autres types de meules, des lapidaires, des choses comme ça. Et donc on va pouvoir meuler, poncer, scier sans être accordé au réseau électrique. Ces systèmes-là, nous, quand on les crée pour nous et pour les tester, on en édite des notices qui sont des notices en open source et qui permettent de recréer les systèmes. Elles sont disponibles sur le site de Chemin de Fer en téléchargement libre. La seule contrainte, c'est de ne pas en faire un usage commercial. L'ambition étant de continuer à partager et à faire évoluer de manière collaborative ces systèmes low-tech. Vous kiffez ? Ouais, on kiffe parce que on se sent pleinement vivant. C'est un moyen de vie qui est hyper enrichissant. On aura croisé énormément de monde, tant pour nous former nous-mêmes qu'après nous transmettre à d'autres. C'est l'attrait, je pense, de ce qu'on découvre et d'avoir toujours des lieux super pour se poser et vivre en pleine nature. Alizée, tu vois, elle a un journal de bord et ça nous arrive de temps en temps de prendre un carnet et de relire. Et en fait, on n'a que des bons souvenirs. On aurait eu l'impression d'avoir eu plusieurs vies en 3 ans. Merci Philippe. Merci. Merci Cyprien.